Eddy Sevestre, s'il vous plaît, avec nous, voilà. Alors, Eddy, comment les choses vont-elles se dérouler? 45 minutes pour présenter, bien sûr, le sujet. Je sais, c'est difficile, mais on fera en sorte. Après 15 minutes d'échange avec la salle. Donc vos questions, vous les notez sur un petit bout de papier. L'occasion de vous rappeler aussi que vous avez reçu un petit questionnaire également à remplir, que vous remettrez à la fin. Comme ça, vous resterez toujours informé des suites données à cette soirée ou d'autres réunions qui seront organisées dans les futurs mois. Et bien sûr, Eddy, donc, qui maintenant va vous présenter la problématique avec son regard de scientifique, avec son regard de glaciologue. Elle, contrairement à je dirais, peu de personnes, je pense, dans cette salle, en tout cas, j'en fais pas partie, on n'a jamais touché la banquise, on n'a jamais touché, bien sûr, les icebergs, on n'a jamais touché ces glaciers de près, ces glaciers qui sont là-haut. Vous les voyez, vous les observez, vous analysez, il y a des constats qui sont faits. On va parler du glacier, vous allez en parler, le glacier, l'eau, la fonte, les glaciers, l'avenir des glaciers, le rôle des glaciers dans l'écosystème, le rôle des glaciers par rapport à nous, au présent, aux générations futures. Et puis, il y a des solutions, il faut accélérer, on va bien sûr parler de tout ça. Et maintenant, direction l'Alaska. L'Alaska, c'est pas très loin d'ailleurs, c'est pas très loin, c'est juste à côté du détroit de Bering. Direction l'Arctique, l'Arctique que les Grecs avaient trouvé bien avant nous, puisque Arctique vient de Actos, c'est ça qui veut dire ours. Merci. Bon, bonsoir tout le monde, écoutez, je suis absolument ravie d'être ici ce soir. Je suis très touchée en tout cas pour votre invitation. On voit que les choses bougent, les choses sont en train de bouger vraiment dans la bonne direction ici et continuer quoi. En tant que scientifique, d'entendre toutes les nouvelles qui ont été annoncées ici, ça nous réjouit parce qu'aujourd'hui, certes, l'urgence elle est totale. On est vraiment dans une urgence climatique et c'est vraiment en travaillant ensemble, en travaillant main dans la main, avoir un esprit constructif, collaboratif, qu'on va y arriver. Alors voilà, je suis glaciologue, je vais vous parler des glaciers certes pendant 45 minutes, je vais essayer de respecter le temps. Mon objectif, c'est vraiment de vous faire comprendre à quoi ça sert les glaciers, d'ici ou d'ailleurs, là où on en est en ce moment au niveau du changement climatique et pourquoi il faut agir. Voilà, si on remplit ces 3 cases-là, je pense que j'aurai fait mon travail. Alors, je viens de pas très loin d'ici, hein. Je suis née à Annecy, j'ai grandi dans un petit village des Bauges qui s'appelle Gruffy, je ne sais pas si vous connaissez, l'entrée du parc naturel régional des Bauges. Et depuis que je suis toute petite, moi j'adore la nature. Et je pense que comme vous, ici, ben on l'aime cette nature, quoi. On adore ces montagnes. Quelle chance d'avoir accès à une nature au pas de notre porte, finalement. C'est un privilège, quoi. Et quand j'étais toute petite, je pense que je ne me rendais pas tout à fait compte de la chance que j'avais. Et maintenant que je retourne à Gruffy voir mes parents, voir ma petite grand-mère de 98 ans, je me rends pleinement compte de la chance que j'ai eue de pouvoir grandir dans un écosystème aussi préservé et aussi merveilleux que les Alpes. Et voilà, quand on est dans un environnement comme ça, on ne peut que tomber amoureuse de ces montagnes. Et quand j'ai eu 17 ans, j'ai eu une rencontre déterminante dans ma vie. J'ai rencontré un guide de haute montagne, alors un guide suisse, on ne peut pas tout avoir, un guide de Verbier, et il m'a dit, écoute Heidi, tu sais, il y a des gens, on les paye pour étudier les glaciers. Pourquoi est-ce que tu ne deviendrais pas glaciologue? Et je me suis dit, bah ouais, ça a l'air plutôt sympa comme métier. Après tout, ça me donnera une bonne excuse pour rester en montagne, et c'est ce que j'ai décidé ainsi de faire. Et le tout premier glacier que j'ai étudié, alors c'était pas Saint-Sorlin, c'était un glacier là aussi en Suisse qui s'appelle le glacier du Trian, qui est à côté du col de la Forclaz, glacier du massif du Mont-Blanc. Et c'est un glacier dans les années 1890 qui était un pilier de l'économie de la région. Ce qui est assez fou, c'est que le glacier il était tellement gros, vous pouvez voir, il est tout gonflé, il avait vraiment une forme de patte d'ours à l'époque. C'est un glacier où on allait miner des blocs de glace. Et ces blocs de glace, qu'est-ce qu'on en faisait? On les envoyait de Paris à Marseille, tout au travers de la Suisse, pour conserver la nourriture. Et moi, quand j'ai étudié ce glacier, c'était un petit peu après, c'était dans les années 2010. Et voilà à quoi ressemble le glacier du Trian aujourd'hui. La photo est prise exactement du même endroit. Et ce que vous voyez ici, c'est ce que vous savez déjà tous ici dans cette salle, c'est que ces glaciers changent, que ces glaciers, ce sont les meilleurs baromètres du climat. Quand le climat il est froid, qu'il y a plein de neige comme à gauche, les glaciers sont très contents. Lorsque le climat se réchauffe et que la quantité de neige change, forcément les glaciers réagissent très très vite au changement climatique. Alors Trian, il a de la chance, il a un énorme bassin d'accumulation un petit peu au-dessus, donc il a encore quelques décennies devant lui, mais on voit que la partie inférieure de la langue glaciaire s'est vraiment métamorphosée
en quelques décennies à peine. Et c'est vraiment là, à l'âge de 19-20 ans, que je me suis pris le changement climatique en pleine face. Moi, je voulais étudier les glaciers simplement parce que c'était sympa, ça me permettait de rester dans un environnement merveilleux. Et bien c'est là où on se rend compte à quel point finalement ce paysage il est en train de changer et que ce paysage, on en a encore bien besoin aujourd'hui. Alors j'ai quand même mis des photos des glaciers de par chez vous. Vous avez justement, monsieur le sous-préfet, vous avez cité le glacier de Saint-Sorlin. Vous pouvez en être fier parce que c'est vrai que c'est une des plus longues séries de mesures que l'on a au monde des glaciers depuis les années 1950. C'est très rare. Imaginez toute l'équipe de glaciologues et de se relayer pour qu'il y ait sans interruption des mesures qui soient faites sur ce glacier. C'est très important, il est tout en haut. J'ai mis une petite ligne rouge pour délimiter le front du glacier en 2003. Je vous montre des images assez récentes, parce que finalement le changement il est très rapide, 2006, 2014, 2016, 2022. Les changements, on les voit. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour se rendre compte que le changement climatique, il est pleinement en marche dans nos régions. Et nous sommes ici dans les Alpes, sur la ligne de front du changement climatique. Il faut vraiment qu'on le comprenne. Les Alpes se réchauffent aujourd'hui 2 fois plus vite que le reste de notre territoire national. Alors, les fautifs, c'est déjà en grande partie les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées aux énergies fossiles que l'on brûle. Alors les énergies fossiles, heureusement qu'on les a eues jusqu'à maintenant. Elles ont quand même permis de développer toute notre civilisation, mais aujourd'hui, on le sait pleinement que l'on ne peut plus continuer sur ce chemin-là, parce que plus on les brûle, plus ça émet de gaz à effet de serre et plus ça change notre climat. Et notamment, alors en petite partie, ça affecte directement ces glaciers. Et le glacier de Saint-Sorlin, voilà, quand on met c'est pratiquement 70 ans de mesures bout à bout. Voilà ce que ça donne. Alors voilà, il n'y a pas besoin de faire des doctorats en glaciologie pour lire une figure comme ça. C'est très simple, plus c'est rouge, plus on a une perte de masse du glacier. Alors là, il n'y a pas 2022, bien sûr pas 2023, mais 2022, comme vous l'avez dit, monsieur le sous-préfet, a vraiment été une année à marquer au fer rouge. Ça a été vraiment une année extraordinaire, pas dans le bon sens, pour les glaciers. Alors les glaciers, c'est très beau, c'est joli, j'aime randonner dessus, mais ça sert à quoi, un glacier? C'est une question à poser finalement. À quoi ça sert un glacier? Et là, vous avez la belle mer de glace, ou du moins ce qu'il en reste tout au fond de cette petite vallée. La mer de glace qui est vraiment devenue le symbole du changement climatique chez nous en France, et au-delà, c'est notre plus grand glacier en métropole française. On a quelques autres petits glaciers proches de l'Antarctique aussi. Alors, à quoi il nous sert la mer de glace? À quoi il nous sert le glacier de Saint-Sorlin? Ben voilà, à tout ce que vous voyez ici. Alors, c'est simple un glacier, c'est vraiment pas compliqué. Pendant l'été, on s'attend à ce que le glacier fonde. C'est tout à fait normal qu'un glacier perde de la neige, de la glace pendant l'été. Ce qui est normal, c'est la quantité aujourd'hui d'eau que l'on reçoit de ces glaciers. Alors, c'est de l'eau douce, ça c'est plutôt pas mal. En fait, ces glaciers ils sont nés par l'accumulation de la neige, tout simplement. Donc voilà, c'est de la neige compactée, de la neige fondue. Et cette eau, ici en France, ici dans cette région, on l'utilise pour plein de choses. Alors, on l'utilise déjà pour produire de l'électricité. Il faut regarder au niveau des Alpes françaises la quantité de barrages qu'on a installés, la quantité de barrages qu'il y en a ici dans cette vallée. C'est génial, c'est de l'énergie propre, c'est de l'énergie verte. Et ces glaciers amènent en partie de l'eau qui va aller dans ces barrages. Il y a aussi la fonte de la neige, il y a aussi la pluie, bien sûr, mais on a besoin de ces glaciers pendant l'été. Pendant l'été, les glaciers perdent de l'eau qui va aussi servir à l'agriculture. Et il suffit de regarder un fleuve comme le Rhône, qui est connecté à tous les glaciers des Alpes. Et bien le Rhône, pendant la canicule de 2003, 40% des eaux du Rhône venaient des glaciers. Donc c'est majeur. Et tout le bassin Auvergne-Rhône-Alpes, si on le descend même jusqu'en région PACA, jusqu'en Méditerranée, c'est le premier secteur agricole en France, dans notre pays. Et ce secteur agricole l'a bien compris, comme nous tous ici ce soir, que l'eau, c'est la plus grande richesse que l'on a chez nous en France. C'est de l'eau qui sert aussi, ces glaciers servent aussi aux sports d'hiver. Et les sports d'hiver que j'apprécie particulièrement, je suis une grande skieuse, j'adore le ski de rando particulièrement. Et c'est vrai qu'on a encore besoin aujourd'hui de cette neige et de ces glaciers pour continuer à faire ces activités. Donc vous voyez, ça sert quand même pas mal un glacier. C'est aussi, ça maintient aussi le débit des rivières, je l'ai évoqué avec le Rhône, mais on a aussi pas mal de transport fluvial dans les rivières en Europe grâce à ces glaciers. Aujourd'hui, voilà, le topo il est très simple, je vous montre la mer de glace ici encore une fois.
C'est plutôt parlant, un petit time-lapse entre 2008 et aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ont eu la chance d'aller au Montanvert, voilà la vue que l'on a, et voilà ce qui s'est passé ces dernières années au niveau du Montanvert. Donc ces glaciers, il faut vraiment les comprendre comme des châteaux d'eau. Ce sont les châteaux d'eau de nos montagnes pendant l'été, quand il n'y a plus de neige à fondre, quand il ne pleut pas. Eh ben, on a de la chance d'avoir des glaciers qui fondent en partie et qui nous amènent de l'eau. Le souci, voilà, c'est que ces glaciers, on est en train de les perdre. On est en voie d'extermination des glaciers des Alpes françaises. Et je ne dis pas ça par légèreté, hein. C'est vraiment la direction qu'on est en train de prendre. Si on reste sur notre trajectoire globale, donc si tous les pays en ce moment restent sur cette trajectoire de, en partie, continuer à investir dans les énergies fossiles aujourd'hui, dans les Alpes françaises, il n'y aura plus de glaciers ou quelques petits névés, quelques petits champs de glace à haute altitude dans les prochaines décennies. On parle vraiment d'une extermination des glaciers dans les Alpes d'ici la fin du siècle. Donc pour les générations futures, avec lesquelles je travaille quotidiennement, ben voilà, c'est pas simple. On va voir au cours de notre vie peut-être des Alpes qui vont passer des Alpes avec des glaciers à des Alpes sans glaciers. Donc tout ça, c'est pas inéluctable. Et ça, je vais insister là-dessus, vous allez voir. Tout au long de cette conférence, tout ça, ça dépend de nous. Les glaciers, ils fondent, certes, mais parfois ils s'effondrent. Alors là, je vous montre deux petites vidéos rapidos du glacier de la Marmolada. Vous vous souvenez peut-être, dans les Dolomites, l'été dernier, un glacier s'était carrément effondré. Alors là, on a l'impression que c'est un barrage, en fait, qui a ces vannes qui ont lâché. Alors ce qui s'est passé, c'est que, et là vous le voyez, regardez la quantité d'eau à droite. Ce qui se passe, c'est qu'une poche d'eau s'est formée dans le glacier de la Marmolada. C'est un tout petit glacier. Et entre l'eau liquide et la glace, l'eau liquide souvent gagne le combat et la poche d'eau s'est lâchée, a embarqué avec elle une partie du glacier. Et malheureusement, voilà, c'est un chemin de randonnée très couru, il y a eu 11 victimes ce jour-là. Donc des glaciers comme la Marmolada, il y en a partout dans les Alpes, il y en a en France, il y en a en Suisse, il y en a encore pas mal en Italie. Et le souci, c'est que certes les glaciers fondent, mais parfois on peut avoir vraiment des réactions abruptes, extrêmement rapides, liées à la réaction au changement climatique. Quand il s'agit de la quantité d'eau que l'on reçoit des glaciers, on s'attend à commencer à recevoir de moins en moins d'eau des glaciers d'ici 10 à 20 ans. C'est peut-être déjà le cas, vous êtes les experts de votre région, je n'oserais pas m'aventurer sur ce qui se passe précisément sur vos propres glaciers, mais dans les Alpes européennes, on sait que d'ici 10 à 20 ans, il faut compter sur le fait que l'on aura de moins en moins d'eau des glaciers. En Suisse, ils n'ont jamais eu autant d'eau que maintenant. Ils ont leurs barrages qui sont pleins en Suisse. Pourquoi ? Parce que leurs glaciers fondent très vite. Mais ils sont déjà en train de se dire, mais qu'est-ce qui va se passer quoi ? D'ici 10 à 20 ans, on n'est pas prêt. Il faut qu'on se prépare à recevoir pendant l'été beaucoup moins d'eau des glaciers. Donc c'est cette notion, on appelle ça peak water, voilà, peut-être pour rappeler peak oil, mais c'est important de considérer que les glaciers, d'ici 10 à 20 ans, dans les Alpes européennes, ils vont nous donner de moins en moins d'eau. Alors il n'y a pas que les glaciers qui servent dans la vie, il y a la neige. Et j'ai mis une très belle photo de Corbier, station des Cybèles, que j'aime énormément. J'y étais il y a 2 ans pour un raid d'aventure avec Éric Loiseau. On s'était bien amusé. Et j'ai pas eu l'occasion de voir ces montagnes encore sous la neige. Donc j'espère revenir peut-être cet hiver pour en profiter. Mais cette neige, elle aussi, elle nous rend tout un tas de services. Déjà, elle isole le sol pendant l'hiver. Elle empêche le froid de rentrer en profondeur. Cette neige, donc, elle sert aux écosystèmes, cette neige, elle sert aux sports d'hiver, cette neige, elle sert aussi à nous donner de l'eau, c'est sûr, au printemps. Et voilà, on l'a répété déjà tout au long des discours introductifs, cette neige, on est en train de la perdre petit à petit. Alors, de temps en temps, j'ai mis quelques petits graphes scientifiques, j'ai essayé de pas trop en mettre, mais là, je vous en ai mis un parce qu'il vient de sortir, celui-là. C'est un graphe qui reconstruit, alors il y a plein de trucs en anglais, mais ne vous inquiétez pas, c'est la durée de couverture de neige dans les Alpes européennes. Donc là, on dézoome, là on est large, on regarde tout ce qui se passe au niveau de toutes les Alpes, et on commence dans les années 1400. Donc là, on a utilisé plein d'outils pour reconstruire ça, les cernes des arbres, faire des carottages dans les lacs d'altitude, faire des carottages aussi dans les glaciers pour reconstruire le climat depuis 1400. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'évidemment, il y a des périodes où il y avait plus de neige, des périodes où il y avait moins de neige, je ne vous apprends rien, le climat a toujours changé, mais on voit que petit à petit, cette couverture de neige, elle a diminué, et là, on a perdu à peu près 30 jours de neige sur à peu près un siècle, et voilà la direction, tout simplement, c'est ça que je voulais vous montrer, la direction qu'on est en train de prendre en ce moment. Évidemment, il y a des variations énormes d'une année à l'autre, évidemment, il y a des variations énormes d'un massif à l'autre.
Ça c'est bien entendu, mais la direction qu'on est en train de prendre par rapport au glacier, vous l'avez bien comprise, mais aussi la neige est en train de suivre clairement aujourd'hui la même direction. Alors, je voulais un peu évoquer ce qui se passe par rapport à la neige. Vous savez qu'il y a beaucoup de ski bashing en ce moment. Et je pense que ce n'est pas en se taclant les uns les autres qu'on va y arriver, ça c'est sûr. Mais je voulais illustrer ce qui se passe autour de chez moi, justement. Vous connaissez peut-être la station de La Clusaz. C'est là où j'ai appris à faire du ski, où j'ai passé mes oursons, mes flocons, toutes ces choses-là. Et à La Clusaz, eh ben, en ce moment, il y a un énorme débat au niveau d'une 5e retenue collinaire. Il y en a déjà 4 qui sont installées, qui sont très efficaces, qui marchent bien pour la station de ski. Mais voilà, il y a beaucoup de tensions par rapport à cette retenue collinaire. La Clusaz est devenue la Clusade, une zone à défendre, et pas mal d'associations environnementales qui refusent l'installation de cette 5e retenue collinaire. Alors, ce que je voulais évoquer avec vous, en fait, c'est cette notion, qui est un petit peu technique, cette notion des services rendus par les écosystèmes. Je viens de vous dire un glacier à quoi ça servait. Ça nous rend tout un tas de services. C'est de l'eau, des sports d'hiver, c'est notre agriculture, notre transport fluvial. Ça, c'est des services rendus gratos par un glacier toute l'année. Et bien, parfois, il y a d'autres écosystèmes qui nous rendent aussi d'autres services. À La Clusaz, là où la 5e retenue collinaire va peut-être être construite, il y a une zone humide à côté. Et cette zone humide, malheureusement, si on construit la retenue collinaire, il se pourrait que l'accès en eau de cette zone humide soit coupé. Alors ça sert à quoi une zone humide ? Une zone humide, en fait, c'est super. Déjà, une zone humide, ça absorbe des gaz à effet de serre. C'est un puits de carbone. Et là, croyez-moi, avoir des écosystèmes qui gratuitement absorbent nos émissions de gaz à effet de serre, mais on n'en a jamais eu autant de besoin qu'aujourd'hui. Une zone humide, je veux dire, c'est incroyable. Une zone humide, c'est une biodiversité inégalée. C'est là où on trouve les concentrations de biodiversité les plus fortes au monde. Donc c'est une richesse, ces zones humides. Une zone humide, qu'est-ce qu'elle fait aussi ? C'est qu'elle est une véritable éponge. Donc elle va absorber l'eau de la fonte de la neige, de la fonte des glaciers. Alors il n'y a pas de glacier autour de La Clusaz, j'ai eu beau chercher. Elle va prendre l'eau de la pluie, elle va la filtrer, elle va la redistribuer gratuitement toute l'année. C'est dingue quoi. Même nous, on n'arrive pas à faire ça aujourd'hui. Avoir un écosystème aussi bien ficelé. Alors le truc, c'est que une zone humide, nous les scientifiques, on est très mauvais à dire quelle est sa valeur économique. On n'est pas capable de vous dire, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, peut-être que Pierre pourra plus vous éclairer là-dessus, mais j'ai vraiment du mal à vous dire quelle est sa valeur pour une commune, pour La Clusaz. Je ne peux pas vous dire, la zone humide, elle permet d'économiser temps, elle permet au contraire de générer temps, mais on sait que cette zone humide, vraiment, si on arrive à calculer sa valeur économique, elle serait inestimable. À l'inverse, une retenue collinaire, ça, on sait calculer sa valeur économique. C'est vrai, ça peut être des nuitées, ça peut être du tourisme, les restaurants, les locations d'équipements de sport d'hiver. Ça, on le sait le faire aujourd'hui. Et ce que je voulais insister là-dessus ce soir, c'est qu'on a vraiment urgence, importance à prendre en compte la valeur de ces écosystèmes-là. On sait que cette nature, il faut qu'on travaille avec elle. Loin de moi l'idée de bâcher le ski, que j'aime tant, mais travaillons ensemble. En fait, il faut les préserver, ces écosystèmes qui sont très très fragiles. Une zone humide aussi, elle évite des inondations. On sait que s'il se met à pleuvoir très très fort, elle va pouvoir emmagasiner beaucoup de l'eau, la redistribuer plus tard. Une zone humide, quand il y a des sécheresses, elle va relâcher l'eau qu'elle a accumulée. Donc travaillons avec elle. Il n'y a rien de plus précieux sur Terre. Donc on va voir ce qui se passe au niveau de La Clusaz, s'ils vont la faire là ou ailleurs, ou s'ils vont la faire tout court, cette retenue collinaire. Mais on a besoin, nous les scientifiques, de se remonter un peu les manches, et en tout cas de vous amener ce genre d'information qui est crucial aujourd'hui. Alors je voulais commencer par vraiment ancrer cette conférence dans votre belle région, que j'aime tant. C'est vraiment là où est mon cœur. Mais je voulais petit à petit dézoomer et vous emmener là où on trouve encore plus de glace. Et justement, Daniel l'a évoqué, je voulais vous emmener absolument dans l'Arctique. Alors l'Arctique, c'est une région que je connais bien. C'est là où j'habite donc une grande partie de l'année. C'est là où je continue à donner des cours. L'Arctique, donc c'est au nord, autour du pôle Nord. Alors je vous mets une autre carte là qui est un peu plus sympa. Là, c'est le monde vu depuis le pôle Nord. Et voilà, là où j'habite plusieurs mois dans l'année, c'est juste ici. Alors, vous avez le Groenland à droite, vous avez la Sibérie là sur la gauche, et vous avez un petit archipel. Alors si je le mets dans le bon sens,
Voilà à quoi ça ressemble. On appelle ça le Spitsberg. En français, c'est le Svalbard, c'est le vrai nom norvégien. C'est un archipel qui est un peu le paradis des glaciologues, quoi. Regardez-moi ça. Hein, c'est une image satellite, c'est tout blanc. C'est pas compliqué. Et tout le temps la neige, tout le temps des glaciers, donc c'est parfait, quoi. Pour nous, de passer du temps là-haut, ça nous permet vraiment de comprendre ce qui se passe dans cette région, à 4000 km d'ici, à quelle vitesse les glaces sont en train de réagir, et surtout, ça nous permet de comprendre, en fait, ça nous sert à quoi l'Arctique quand on habite en France, quand on habite ici à Saint-Michel? L'Arctique, ça sert à tout un tas de choses. Alors déjà, l'Arctique, c'est beau, ça c'est sûr. C'est plutôt des écosystèmes sympas. Donc là où j'habite, dans la petite ville de Longyearbyen, il y a 2500 habitants, 3000 ours polaires, donc c'est sympa. Voilà nos voisins. On est là-bas chez eux, ça c'est très clair. Il n'y a pas de population autochtone, donc c'est vraiment complètement artificiel, historique, que l'humain soit allé utiliser les ressources du Svalbard, c'est pas très longtemps. Mais il faut bien comprendre, on est là-bas chez eux, l'ours polaire, Ursus maritimus, c'est un animal marin. Voilà, et c'est un super bon nageur, il a des pattes comme ça, je ne vous dis pas, bien sûr qu'il nage bien, il a des véritables palmes. Et là, l'ours polaire, vous voyez, il est entouré de banquise, cette banquise qui est cette glace de mer, donc la glace qui se forme sur l'océan glacial arctique. Et c'est un animal mais c'est un génie en quelque sorte, un ours polaire. C'est l'animal le plus adapté à ces conditions-là. L'ours polaire, s'il fait 5 ou 10 degrés, il a trop chaud, c'est sûr. Là, pépère, là, il est à l'aise. Et à chaque fois qu'on a la chance de voir des ours polaires, c'est un petit miracle, quoi. On n'en croise pas tous les jours, heureusement. C'est sûr, quand on en croise sur le terrain, alors c'est très sympa sur les photos, c'est beaucoup moins sympa quand on est à quelques centaines de mètres d'un ours. Mais voilà, c'est un miracle de les voir. Et c'est des ours qui sont très intelligents et qui s'adaptent très très vite au changement. Et on est en train de voir des ours polaires qui ont développé des techniques de chasse, c'est juste ces quelques dernières années. À voir s'ils vont survivre quand il n'y aura plus de banquise, mais pour l'instant, ils travaillent dur à s'adapter. Eux, comme nous, je pense. Ce qu'on trouve aussi au Svalbard, c'est la station qui communique avec les satellites la plus au nord de la planète. Il y avait Tom Cruise il y a quelques semaines qui filmait Mission Impossible, justement pile là, autour de ces petites coupoles. C'est important parce que tous les jours, les satellites passent au-dessus du pôle Nord et on a besoin de communiquer avec eux, de leur télécharger leurs données, de leur envoyer des instructions. Et c'est pour ça qu'on a un des internets les plus rapides de la planète dans notre petit village de 2500 habitants. Ça, c'est plutôt sympa. Il y a des avantages à avoir quand même des grosses industries pas très loin. Il y a aussi un bâtiment, vous connaissez peut-être au Svalbard. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le Global Seed Vault, c'est la réserve de semences de l'humanité. Vous savez que les pays ont généralement une réserve nationale, mais il y a aussi des réserves internationales ou globales comme celle-ci. Alors ça, c'est donc c'est entre l'aéroport et la ville. C'est à 130 mètres d'altitude, à 100 mètres dans les montagnes. En fait, ils utilisent une ancienne galerie minière. Il y a eu beaucoup de mines de charbon au Svalbard. Et là-bas, il fait moins 18 degrés dans la montagne, donc on stocke des semences qui viennent de tous les pays. Et c'est assez touchant, j'ai eu la chance d'aller une fois et je goûte ma chance. Il y a des boîtes qui viennent de Corée du Nord, de Russie, des États-Unis, Corée du Sud aussi, Liban, Syrie, France. Et donc c'est bien de voir qu'on arrive à collaborer de temps en temps au niveau international, c'est bien. Il faut qu'on garde cette ambition. Et ces semences, évidemment, c'est un patrimoine génétique extraordinaire. C'est des semences qui ont l'habitude de pousser dans de l'eau salée, des semences qui ont l'habitude de pousser dans des sécheresses terribles, ou au contraire, des semences qui ont l'habitude de pousser dans des conditions très froides. Donc ce patrimoine génétique, ça c'est clair, on va en avoir bien besoin. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, ce royaume de neige et de glace, c'est l'endroit qui se réchauffe le plus vite sur Terre. Alors voilà à quoi ça ressemble d'habiter dans l'épicentre du dérèglement climatique. Il faut comprendre que chez nous, là-haut, tout est de neige, tout est de glace. C'est-à-dire, on a des glaciers, de la neige. Le sol, c'est du permafrost, donc le sol est gelé en permanence. Et quand on augmente le thermostat, forcément, on s'en prend plein la tronche. Donc tous les jours, on voit l'expression du changement climatique là-haut. Ce que vous voyez, les images en haut, ce sont des glissements de terrain. Donc on a des glissements de terrain sans arrêt, toute l'année. Des glissements de terrain qui sont liés au dégel du permafrost. Donc le dégel du permafrost, on en a aussi dans nos montagnes. C'est des montagnes qui s'effritent, des éboulements, des écroulements. Là-haut, même topo, on a des glissements de terrain un peu partout. On peut avoir des pluies en plein hiver. L'hiver où il peut faire assez froid, il peut faire jusqu'à moins 35 en hiver. Et maintenant, les conditions sont tellement perturbées qu'on peut avoir de la pluie. Ça, c'était
la pluie qui s'est trouvée au mois de février l'année dernière, où tout d'un coup les rivières se sont mis à s'écouler au mois de février, alors qu'il est censé faire moins 30, moins 20. Il y avait plein d'équipes sur le terrain, tout le monde a dû être évacué, c'est devenu très compliqué. Mais l'événement, je pense, ou les deux événements les plus traumatisants qu'il y a eu, ils ont eu lieu en pleine ville. La ville, elle est construite dans une vallée très étroite, une vallée creusée par les glaciers, une petite vallée en U. Et le Svalbard de Spitsberg, à la base, c'est un désert en fait. Il y a de la neige, mais il y a très peu de neige d'habitude. Voilà, il ne neige pas autant qu'ici, hein, ça c'est clair. Et le problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique, avec l'augmentation des températures, les masses d'air arrivent à être de plus en plus humides. Hein, c'est la forêt amazonienne, 30 degrés, 100% d'humidité, c'est facile. Quand on va en Antarctique, il fait très froid, il fait très sec. Et bien, dans l'Arctique, au Svalbard, plus il fait chaud, plus il fait humide. Vous voyez ce qui se passe, on peut avoir des avalanches en pleine ville. Et donc, à quelques années d'intervalle, on a eu des rangées de maisons qui se sont faites défoncer par des avalanches, qui ont embarqué bien sûr pas mal de gens le long du chemin. Et donc, sur cette photo, voilà, 2 personnes ont péri, c'était un dimanche matin, tout le monde était en pyjama en train de prendre leur petit déjeuner chez eux, et ben voilà ce qui se passe. Donc le changement climatique, il est directement visible sur cet archipel-là. Alors comment on explique que cette région en particulier se réchauffe aussi vite? Alors je vous montre une vidéo qui est assez longue, elle va durer 2 petites minutes. C'est justement la banquise dans l'Arctique. Alors le Svalbard, il est à droite là, de cette petite langue de banquise qui descend. Vous le voyez, vous avez le Groenland. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette banquise, c'est le climatiseur de l'Arctique. Donc cette glace de mer que les ours aiment tant. Elle est blanche d'habitude. Plus elle est blanche, plus elle renvoie le rayonnement solaire en direction de l'espace. C'est important. C'est un miroir, cette banquise. Ce que vous voyez ici, c'est la vie de la banquise. Donc la banquise, c'est pas compliqué. En hiver, elle s'étend. En été, elle se rétracte un petit peu, mais elle est toujours présente dans l'Arctique. Et l'Arctique est un océan entouré de terre. Et ce que vous voyez ici, c'est plusieurs choses. Donc déjà, la respiration de la banquise dans l'année. Vous voyez aussi qu'elle se déplace tout le temps. C'est sympa, la banquise. Alors quand on est Jean-Louis Etienne et qu'on veut aller au pôle Nord, c'est un peu compliqué que la banquise se déplace aussi rapidement. Mais c'est tout à fait naturel. Cette banquise aussi, elle a un âge. Elle peut être âgée, comme un glacier. Elle peut avoir quelques années d'âge. Ou elle peut être toute jeune. Plus elle est âgée, plus elle soutient la biodiversité. Plus il y a du phytoplancton qui peut s'accrocher à cette banquise, plus elle renvoie le rayonnement solaire vers l'espace. Plus elle est jeune, plus elle est fragile. Moins il y a de biodiversité, moins elle renvoie le rayonnement solaire vers l'espace. Et regardez bien ce qui se passe. Voilà, 2006, 2007, vous arrivez en 2008. Le Svalbard est vraiment passé d'un écosystème entouré de banquises à un écosystème où la banquise, il faut vraiment aller la chercher pendant l'hiver. Et regardez là les couleurs qui sont en train de changer. Aujourd'hui, on a 1% de banquises âgées qui restent dans l'Arctique, alors qu'avant, c'était la majorité. Donc aujourd'hui, on a une banquise qui est de plus en plus jeune, qui est de plus en plus fragile et qui, à vrai dire, ne remplit plus son rôle de climatiseur de l'Arctique. C'est pour ça que le Svalbard, aujourd'hui, se réchauffe 6 à 7 fois plus vite que le reste de la planète. Regardez ces changements, à quel point c'est rapide. Alors, elle n'a pas de bol, la banquise, parce qu'elle est en contact avec de l'air qui se réchauffe, ça tout le monde le sait, mais elle est en contact avec un océan qui lui aussi se réchauffe dans l'Arctique. Donc en 40 ans, on a perdu 40% de superficie de banquise dans l'Arctique. Et là, elle aussi, on est en train de l'exterminer. On sait que c'est juste une question d'années, peut-être de décennies, j'espère, avant qu'il n'y ait plus du tout de banquise pendant l'été en Arctique. Et c'est une question véritablement de décennies avant qu'il n'y ait plus du tout de banquise en hiver dans l'Arctique. Alors cette banquise, elle nous sert à tout un tas de choses ici en France et je vous en parlerai dans quelques slides. Alors l'Arctique, comme l'Antarctique, se réchauffe. Ces régions où on trouve le plus de glace sur Terre sont en train de changer extrêmement rapidement. Alors attachez vos ceintures parce que là je vais vraiment passer la seconde. Vous allez voir, certes je n'ai pas partagé beaucoup de bonnes nouvelles jusqu'à maintenant, mais là je pense qu'aujourd'hui tout le monde mérite de savoir exactement là où on en est au niveau, par exemple, des calottes polaires. Alors, les calottes polaires, c'est quoi? C'est juste des glaciers énormes. On en a 2, c'est le Groenland et l'Antarctique. C'est des surfaces gigantesques. Alors, le Groenland, c'est quand même 3-4 fois la taille de la France. L'Antarctique au sud, c'est 23 fois la taille de la France. Donc voilà, là, il y a de la glace. J'ai eu la chance de les étudier tous les deux. Et c'est assez étonnant, mais quand on regarde les tout premiers rapports du GIEC, dans les années 90, même 90, le premier rapport du GIEC, on lit les conclusions par rapport à ces 2 calottes polaires, et
à l'époque, mais on n'avait aucune idée. En fait, on avait très peu de données sur le Groenland, très peu de données sur l'Antarctique. Il fallait aller les poser, quoi, les stations météo sur le Groenland et l'Antarctique à l'époque. C'était pas facile, on ne savait pas vraiment ce qui se passait. Aujourd'hui, si on regarde le tout dernier rapport du GIEC, on sait qu'on est très très proche d'un point de non-retour pour ces 2 calottes polaires. Pourquoi c'est important? Le Groenland, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la quantité de glace qu'il y a sur cette île. Si le Groenland perdait sa glace, c'est 6 à 7 mètres d'élévation globale du niveau des océans, donc partout sur Terre. Aujourd'hui, entre 0 et 10 mètres d'altitude, il y a 700 millions de personnes qui y habitent. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Donc gros potentiel au niveau du Groenland. L'Antarctique, alors l'Antarctique, 23 fois la taille de la France, il y a de la glace jusqu'à 4 km d'épaisseur. Si l'Antarctique venait à perdre sa glace, c'est 58 mètres d'élévation potentielle du niveau des mers. C'est quand même énorme, quoi. Donc même si on perd une toute petite partie du Groenland, une toute petite partie de l'Antarctique, de l'Antarctique, en fait, on va très vite le sentir, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vous mets un petit time-lapse. Aujourd'hui, on sait que ces calottes polaires, elles réagissent très vite au changement climatique, notamment le Groenland, beaucoup plus vite que l'Antarctique, tant mieux pour l'instant, on croise les doigts. Le Groenland est vraiment le champion du monde de l'élévation du niveau des océans aujourd'hui. Il rejette des centaines de milliards de tonnes de glace dans l'océan chaque année. En fait, c'est un peu comme s'il rejetait 2 fois tous les glaciers des Alpes dans l'océan chaque année, le Groenland. Il fait ça chaque année en ce moment. Ça s'accélère, plus les couleurs elles sont rouges, orange, plus il y a de la perte de glace. Ce qui est intéressant en Antarctique, c'est un peu comme au Svalbard, c'est qu'avec le réchauffement climatique, par endroits, il y a plus de neige qui tombe. Donc vous avez des petites zones bleues où là, il y a plus de neige qui tombe, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que si on fait les plus et les moins, les gains avec la neige et les pertes avec les icebergs qui se décrochent avec la fonte, et les deux en fait perdent beaucoup plus de glace qu'ils n'arrivent à se recharger en neige pendant l'hiver. Donc aujourd'hui, notre futur à toutes et à tous est directement lié à ces calottes polaires, il n'y a aucun doute là-dessus, que l'on habite au fin fond des belles Alpes françaises, ou à Dunkerque ou à Marseille. Notre avenir à tous, il va être lié à ça, à ce qui se passe au niveau de l'élévation du niveau des océans. Parce que voilà, les populations qui vont être sur la ligne de front de l'élévation du niveau des mers, elles vont devoir bouger. Et voilà, c'est pas facile de gérer des migrations, on le sait. Ça va être beaucoup plus compliqué dans les années à venir et dans les décennies à venir. Alors là, je vous ai fait péter un petit graphe du GIEC, ils adorent faire des petites infographies. Ce que vous voyez ici, en fait en gris, pour toutes les régions de la planète, c'est des personnes qui sont déjà concernées par l'élévation du niveau des mers. Alors il faut comprendre que le niveau des mers augmente, mais par-dessus ça, il faut rajouter des grandes marées. Par-dessus ça, il faut rajouter des tempêtes. Donc ils font que les eaux grignotent encore plus à l'intérieur des terres. Et en orange, vous savez ce qu'il faut rajouter d'ici les 17 prochaines années. 17 prochaines années, hein. Je sais que nous, on est très fort pour parler de ce qui va se passer dans 100 ou 200 ans. J'essaie de prendre des trucs un peu plus proches. Et ben voilà, d'ici 17 prochaines années, on aura encore plus de gens qui vont être concernés par l'élévation du niveau des mers. Donc ces personnes-là, il va falloir se serrer les coudes, croyez-moi. Ce sont parmi les plus grandes mégalopoles sur Terre qui sont entre 0 et 10 mètres d'altitude sur les littoraux. Ce sont nos ports. Le port du Havre, 1 mètre d'élévation du niveau des mers, ça devient ingérable. Ça, il faut bien comprendre. Et ce sont des centaines de millions de personnes qui vont être déplacées et qu'il va falloir accueillir. Ces centaines de millions de personnes, elles ne vont pas aller dans des déserts, elles ne vont pas aller dans des régions qui sont inhospitalières, inhabitables, elles vont forcément aller là où il y a déjà des gens. Et donc, ça ne tient qu'à nous de pouvoir les accueillir et de pouvoir gérer tout ça. Le dégel du permafrost, je voulais vraiment vous montrer cette photo ce soir, parce que le permafrost, en fait, on en parle pas mal dans nos montagnes. Je veux dire, l'aiguille du Midi, les Drus, le Dru. Au-dessus de Chamonix, il y a plein de montagnes qui s'effritent, qui s'écroulent un petit peu plus chaque année, quand on a ce ciment naturel qui commence à dégeler. Le permafrost dans l'Arctique, ça ressemble plus à ça. Donc, c'est-à-dire que c'est juste le sol qui est gelé, quoi. Et ce qui est assez fou, c'est que le permafrost, on ne se rend pas compte, mais en fait, 25% de l'hémisphère nord, c'est du permafrost. 25% des terres de l'hémisphère nord, c'est du permafrost. Donc le permafrost, ça peut être profond sur des centaines de mètres de profondeur, c'est pas juste un truc en surface. Et le permafrost, quand il dégèle, il nous pose pas mal de soucis. Déjà, la première chose, c'est lorsqu'il dégèle, notre joli permafrost, c'est qu'il impacte directement les infrastructures qui vont être construites dessus. 70% des infrastructures de l'Arctique sont construites sur du permafrost. Alors souvent, c'est du pilotis pour éviter de réchauffer le sol.
Au Svalbard, toutes les maisons sont sur pilotis, c'est assez marrant, pour pas trop réchauffer ce petit permafrost dont on a bien besoin. Ça, c'est une image d'Alaska, si je ne me trompe pas, de National Geographic. Voilà, il y a des villages qui se retrouvent dans un territoire qui disparaît parce que le permafrost dégèle tellement vite que ces villages doivent être bougés. Malheureusement, pour l'instant, c'est surtout des villages de communautés autochtones qui sont là, mais depuis des millénaires, qui vont devoir bouger. Et imaginez le traumatisme profond que ces populations ressentent lorsque on doit bouger de son village, lorsque l'on ne peut plus rester là où on est. Ça me rappelle quand les barrages étaient construits, par exemple, dans nos vallées. Hein. C'est un traumatisme très profond, mais là, c'est vraiment, là aussi, un instinct de survie, quoi, pour ces villages de devoir se déplacer. Le permafrost, quand il dégèle, c'est un peu comme une pizza, en fait, que l'on sort de son congélateur et qu'on laisse à l'air libre pendant des semaines et des mois. C'est rempli de matière organique. Alors, il n'y a pas de mozza ou de pepperoni ou de, que sais-je, de parmesan, mais il y a des mammouths, quoi. C'est un peu une tourbière gelée, en fait. Hein. C'est des feuillus, des pins qui ont été enterrés là-dedans depuis des dizaines, voire des centaines de millions d'années. Il y a plein de trucs à manger dans le permafrost. Et comme lorsque notre pizza dégèle dehors et qu'elle se fait bouffer par des microbes, des bactéries, ben c'est la même chose. Le permafrost, il se fait manger par des microbes et par des bactéries. Et le souci, c'est que lorsque ce festin se déroule, eh ben, le permafrost lui-même se met à émettre des gaz à effet de serre. Alors ça, c'est pas cool. Alors là, vraiment, on a l'impression de ne pas avoir de chance. Mais c'est vrai que le permafrost, 25% des terres de l'hémisphère nord, plus il dégèle, plus il émet de gaz à effet de serre. On parle beaucoup du méthane, c'est aussi du CO2, hein, il est gentil, il nous donne les deux. Alors aujourd'hui, en science, on parle du pays du permafrost. Parce qu'il faut considérer le permafrost maintenant comme un pays industrialisé qui émet des gaz à effet de serre. Sauf que lui, le permafrost, on ne va pas aller lui dire, ben voilà, 2030, 50% d'émissions de gaz à effet de serre en moins. Ben non. Le permafrost, il va continuer. Et une fois qu'il commence à dégeler, il dégèle au moins pendant 150 à 200 ans si on arrive à stabiliser les températures. Donc aujourd'hui, le permafrost, je vous ai mis des petits drapeaux. Le permafrost, il émet autant de gaz à effet de serre qu'un pays comme le Japon aujourd'hui. Et il va au moins faire ça pendant 150 à 200 ans. Si on continue sur notre trajectoire actuelle au niveau global d'émettre de plus en plus de gaz à effet de serre, alors on va pulvériser les 1,6 degrés, c'est sûr. À ce moment-là, le permafrost, il va émettre autant de gaz à effet de serre qu'un pays comme l'Inde. Continuons, hein, tant qu'on y est. Si on reste sur notre trajectoire actuelle, alors on va tout droit, nous, vers les 3 degrés là, en ce moment au niveau global. Hein. Donc le permafrost, il pourrait se mettre à émettre autant de gaz à effet de serre qu'un pays comme les États-Unis. Et j'ai pas mis, mais le 4e, c'est la Chine, en fait. Si on passe à 4 degrés, il va émettre autant que la Chine. Donc autant vous dire que ça, faut pas y aller, quoi. C'est vraiment des territoires, là, des seuils de température qu'il faut à tout prix éviter de franchir. Parce que sinon, on va se coltiner les émissions de gaz à effet de serre du permafrost pendant un sacré paquet de décennies, ça c'est sûr. Donc ça, c'est pas inéluctable, mais je préfère vous montrer, comme notre ministre parle d'une France à 4 degrés, ben voilà, je vous montre ce que c'est qu'un permafrost à plus 4 degrés, à plus 3 degrés, parce que c'est important de le savoir. La banquise, j'ai dit que j'allais y revenir, et encore une fois, une photo que j'adore. Cette banquise, c'est pas que les ours polaires, mais on en a bien besoin nous aussi, c'est aussi les communautés autochtones de l'Arctique. Pour ces communautés, la banquise, c'est aussi un terrain de chasse, de pêche, c'est aussi, pas que ça, c'est le lien entre les villages pendant l'hiver. S'il n'y a pas de banquise, ben c'est beaucoup plus compliqué, il faut prendre un bateau, c'est plus dangereux que s'il y a de la banquise qui les relie, et ces villages, ben voilà, on peut y aller en scooter des neiges. Cette banquise, surtout, à quoi elle nous sert chez nous en France. Elle est très loin de nous. Qu'est-ce qu'on s'en fiche un peu de la banquise? Ben, elle nous sert à plein de choses. Déjà, vous voyez, une banquise, généralement, c'est très blanc. Donc elle renvoie le rayonnement solaire en direction de l'espace. Je vous l'ai dit que c'est le climatiseur de l'Arctique. Et quand l'Arctique il est froid, quand l'Arctique il est glacé, gelé, quand il y a plein de banquises, et ben, il y a des vents qui entourent l'Arctique. Vous le voyez ici sur cette image, des vents qui délimitent la région de l'Arctique. On appelle ça le Polar Jet Stream, voilà, les vents jet polaires, c'est des vents à très haute altitude. Mais ça c'est important, parce que si l'Arctique il n'est pas gelé ou glacé, voilà ce qui se passe en fait. Et ça va peut-être vous mettre la puce à l'oreille. Parce que ça, en fait, ça nous lie chez nous directement à cette banquise, directement à l'Arctique. Le problème, c'est qu'on est en train de perdre l'Arctique tel qu'on le connaît aujourd'hui, on est en train de perdre sa banquise notamment, et tous ces petits glaciers, son permafrost. Et ben, le souci, c'est que quand les écarts de température entre chez nous et l'Arctique se réduisent, et ben, les vents, ils se ramollissent, quoi, et ça part dans tous les sens. On peut avoir des grandes perturbations de grand froid chez nous qui arrivent.
les gels précoces, les gels tardifs. Hein. Moi qui ai fait un lycée agricole, croyez-moi, on sait bien de quoi on parle. On peut avoir au contraire l'inverse, donc des périodes très très chaudes, hein, des vents très chauds qui vont venir du sud et qui vont remonter carrément jusque dans l'Arctique. Et tout ça, ça illustre le fait que ça part dans tous les sens en ce moment, que le climat il est perturbé. Ça peut être du froid, ça peut être du chaud. C'est surtout des événements climatiques extrêmes. Et le changement climatique, c'est pas juste le thermostat qui monte d'année après année. Ce qui casse une économie, ce qui casse une société, bah c'est ce qui se passe en ce moment. C'est des événements météorologiques extrêmes. Et ça, on le sait, plus on perd la banquise, plus on perd le permafrost, plus on va se coltiner des événements météorologiques extrêmes de plus en plus fréquemment, avec une magnitude de plus en plus importante. Donc là, je pense qu'on s'est pris des bons rappels à l'ordre, mais au niveau mondial, hein, pas que chez nous en France. On est tous assez, je pense, traumatisés de ce qui s'est passé dans les Landes en France l'été dernier. On a une bonne sécheresse, là, quand même, une grande partie de la France qui est encore sous le coup de la sécheresse en ce moment. À l'inverse, on se tape des inondations de dingue. Les précipitations sont réparties d'une façon complètement différente aujourd'hui. C'est pas que, voilà, on a des pluies assez régulières. Maintenant, quand il pleut, parfois, ça pleut des trombes. Et ça, nos sols ont vraiment du mal à gérer. Plus on les artificialise, plus on enlève nos zones humides, et bien plus on a du mal à gérer ces différences d'eau qui nous arrivent dessus. Donc tout ça, voilà, c'est lié en grande partie à ce qui se passe chez nous en France, à ce qui se passe de façon très très lointaine dans l'Arctique. Une autre façon de l'illustrer, et on pose souvent cette question, et le Gulf Stream Heidi, bah ouais, c'est une super question, n'empêche. Parce que finalement, avec cette carte, c'est les courants océaniques, vous voyez que tout est lié, quoi. Que ce qui se passe en Antarctique, ce qui se passe en Arctique, bah, c'est ce qui se passe chez nous aussi. Et chez nous, on a cette chance d'avoir une petite branche du Gulf Stream, voilà, qui nous amène des eaux relativement douces, qui passent par le golfe du Mexique et qui réchauffent notre pays. À latitude équivalente, regardez le Canada. Le Canada, en plein hiver, a des latitudes similaires. Bah, c'est pas le même topo, ouais. Là, franchement, c'est facile des moins 40, moins 50, moins 60. Et donc ça, on le doit au courant océanique. Alors, les courants océaniques, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Pour qu'ils fonctionnent bien, pour qu'on garde ça comme ça, il faut deux choses. Il faut des écarts de température sur Terre. Hein, je vous ai parlé des vents qui aiment bien les écarts de température. C'est pareil au niveau des océans. Il faut que l'équateur soit chaud, il faut que les régions polaires soient froides. Plus on a des écarts de température, c'est vraiment les pompes, hein, les moteurs de ces courants océaniques. Ce qu'il faut aussi, c'est des écarts de salinité. Il faut des écarts de densité de l'eau, en fait. Et ce qui se passe, c'est que alors, si on prend nos eaux qui viennent de l'équateur, là, dans l'Atlantique, on passe l'équateur, on arrive dans l'Atlantique Nord. Ce qui se passe, c'est que petit à petit, les eaux vont commencer à se refroidir. Wow, on arrive dans l'Arctique, commence à faire de plus en plus froid. Une eau qui se refroidit, c'est une eau qui est très dense, et pouf, l'eau, elle va plonger en profondeur dans l'océan. Donc là, mouvement, hop, c'est très pratique, notre pompe naturelle. On a autre chose qui va accentuer ce mouvement de passer d'eau de surface, vous voyez en rouge, à des eaux bleues en profondeur, c'est la salinité. Et en Arctique et en Antarctique, quand la banquise se forme, elle recrache du sel. On peut pratiquement manger la glace de banquise, je ne recommande pas, mais elle expulse les cristaux de sel, et donc ça balance énormément de sel dans les eaux au niveau des régions polaires. Et quand on rajoute du sel dans l'eau, ça l'alourdit, et pareil, l'eau retombe en profondeur. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de ça, écart de température, écart de salinité, pour que ça fonctionne. Le souci, bah, évidemment, les deux sont en train de changer aujourd'hui, les écarts de température s'amenuisent, et on est en train de perdre la banquise. Donc sur le papier, je ne suis pas là pour être alarmiste, sur le papier, on s'attend à ce que cette circulation soit perturbée. Alors, on n'est pas encore du tout à dire que le Gulf Stream va s'arrêter du jour au lendemain, va s'inverser, non. Mais il va falloir surveiller ça de très près, parce que nous, bah, notre vie de tous les jours, nos saisons, notre vie quotidienne, elle est liée à tout ça, quoi. Vous voyez à quel point ces glaces, elles sont importantes. Hein. Et puis, pour terminer, quand même, je voulais vous parler des océans polaires, parce que je vous ai parlé de la glace, c'est bon, hein, 2 minutes la glace, mais l'eau aussi est très utile. Les océans polaires, bah, ils sont froids. Alors, je peux vous dire, je me suis baignée, j'ai pas mal de petits diplômes de baignade dans les eaux polaires, ce que je déteste faire. Hein. Je pense que personne n'aime vraiment les eaux froides. Les océans polaires, bah, ils sont froids. Et quand on a de l'eau froide, bah, c'est un puits de carbone extraordinaire. Ce sont nos meilleurs puits de carbone, oui, les zones humides, bien sûr, mais aussi les océans polaires. Et le problème, c'est qu'ils payent le prix cher à absorber nos émissions de gaz à effet de serre
plus ils absorbent de gaz à effet de serre, plus ils s'acidifient. Et aujourd'hui, on sait que les eaux des océans polaires deviennent de plus en plus corrosives et attaquent directement des petits organismes qui sont à la base de la chaîne alimentaire dans les océans polaires. Donc voilà un petit peu le topo. Je vous avais dit d'accrocher votre ceinture. C'est pas fini, on y est presque. Aujourd'hui, tout ce que je viens de vous dire, c'est pas inéluctable. C'est important. Et Daniel l'a dit, on est là aussi pour se remonter les manches, bien comprendre qu'on a l'espoir d'éviter tout ça. Et je vous le dis, c'est pas une méthode Coué, on peut vraiment éviter le pire aujourd'hui. Ça va demander du boulot, c'est certain. Il y a des seuils de température qu'il faut à tout prix éviter de franchir, d'où réduire nos émissions de gaz à effet de serre de moitié d'ici 2030, ça va être très dur. Mais pourquoi est-ce qu'on place la barre aussi haute, nous les scientifiques? Parce que le jeu, croyez-moi, en vaut largement la chandelle. Si on franchit les écarts de température, on risque de déclencher des processus irréversibles. Et chaque écosystème sur Terre a un seuil de température au-delà duquel on va le perdre. Ces seuils de température, alors là, je vous en ai mis une plâtrée, et je vais vous les lire, vous arrivez à les lire, je pense que c'est assez grand pour tout le monde. Mais je vais vous lire les premiers, effondrement du Groenland, ouest de l'Antarctique, récifs tropicaux, permafrost, banquise, circulation océanique, glaciers de montagne, moussons. Et en rouge, là, les points rouges vous montrent le seuil de température. Alors, il y a une marge d'erreur, on est scientifique après tout. Il y a un point rouge avec une barre rouge autour. C'est le seuil de température pour ces écosystèmes-là. Donc, le point rouge, c'est là où on pense qu'il y a une forte chance que ce soit le point de non-retour. Voilà, vous voyez que pour le Groenland, on risque d'avoir un effondrement du Groenland, pas du jour au lendemain, c'est un truc qui va se dérouler sur des siècles. Mais c'est une élévation du niveau des mers accélérée. Si on franchit, alors un tout petit peu au-dessus des 1,5 degrés, un petit peu en dessous des 2 degrés d'augmentation de température partout sur Terre, ok ? C'est un peu le même topo pour l'ouest de l'Antarctique. L'ouest de l'Antarctique, il contient assez de glace pour augmenter le niveau des océans de 4 à 5 mètres. Ensuite, les récifs tropicaux, c'est un peu la même chose. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et j'insiste sur le fait que là, je parle vraiment de ce qui se passe au niveau de tous les pays du monde. Ok? Petit graphe du GIEC. Le GIEC nous dit qu'il ne faut pas franchir ces seuils de température. Oui, c'est une élévation du niveau des mers de dingue. C'est des écosystèmes que l'on va perdre. Quelle est la trajectoire sur laquelle nous sommes? Alors, monsieur le sous-préfet a parlé de la trajectoire des 1,5 degrés, des 2 degrés, qui sont les trajectoires en bleu et en vert. Et ça, ce sont nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, nos émissions de gaz à effet de serre, il faut qu'elles fassent un sacré plongeon le plus rapidement possible. On ne peut pas le faire du jour au lendemain. Il faut être très conscient là-dessus. Ça va demander des efforts. Ça va demander de commencer à planter des jalons aujourd'hui. Et on le fait. On le fait ici dans cette région. Mais où est-ce qu'on est en fait en vrai sur ce graphe? Si on prend toutes les stratégies des pays qui sont ambitieuses de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, en fait, on va suivre la trajectoire en rouge. Ça, c'est la trajectoire si on met en place les actions qui ont été annoncées par les pays. Alors, les pays, comme nous les scientifiques, améliorent constamment leur stratégie, améliorent leurs plans, leurs ambitions climatiques, et on en a bien besoin. Mais aujourd'hui, si on suit les stratégies annoncées par les 196 pays qui vont aux conférences du climat, qui vont au COP, on va vers une augmentation de température de 3 degrés. Donc voilà vers quoi on se dirige. Encore une fois, pour ne pas continuer sur cette trajectoire actuelle, il va falloir qu'on travaille vraiment tous ensemble. Il va vraiment falloir qu'on utilise tous les talents, toute la créativité, toute l'expérience qu'on a ici dans cette vallée. C'est vraiment crucial. Encore une fois, c'est pas en se taclant les uns les autres qu'on va y arriver. C'est facile de dire ce qui ne va pas. C'est beaucoup plus important, beaucoup plus difficile de tendre une main vers l'autre et de lui dire « on y va quoi ». Parce que le jeu en vaut largement la chandelle. C'est nos réserves en eau, c'est notre météo de tous les jours, c'est l'augmentation du niveau des mers qu'on peut encore ralentir aujourd'hui. Alors ça va vraiment demander du boulot. Pour conclure, je vous ai bassiné là, pendant 3/4 d'heure de chiffres, de statistiques, de scénarios qui, je ne vous ai pas épargné, et je m'en excuse, mais qui peuvent être vraiment assez stressants. Tout le monde doit avoir accès à ce genre d'informations-là aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois pour votre invitation. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas ignorer ce qui se passe. Et ce que je voulais partager avec vous ce soir, c'est que pour moi, tous les écosystèmes que l'on vient d'évoquer, pour moi, c'est ancré en moi, ces écosystèmes. Pour moi, ces glaciers, comme pour vous, ces montagnes, ces forêts, ces stations, c'est toute notre vie, c'est toute notre âme. Je voulais vous montrer une petite photo de ma famille. Cette photo, c'est Pauline, c'est mon arrière-grand-mère.
Et bien Pauline, là, alors on ne voit pas très bien, mais elle est toute endimanchée. Elle a grandi dans le village où j'ai grandi, le village de Gruffy. Je pense qu'en 1916, quand la photo a été prise, on ne sortait pas souvent du village, quoi. Et bien Pauline, elle est allée voir la mer de glace. Vous vous rendez compte? C'est fou, hein? Elle est toute belle, avec son beau costume de Haute-Savoyarde. Et bien, comme moi, il y a 2 mois, elle avait pris le petit train, depuis Chamonix, le petit train du Mont-en-Vert. Sauf qu'elle, à l'époque, elle avait fait 3-4 pas, et elle marchait directement sur le glacier, quoi. Et il y a 2 mois, quand j'y étais avec des élèves de La Rochelle, pour un projet qui s'appelle Demain c'est nous, que je suis depuis quelques années maintenant, et bien, comme Pauline, on a pris le petit train du Mont-en-Vert. Sauf que cette fois-ci, quand on est arrivé au Mont-en-Vert, on a pris les œufs, on a descendu 520 marches d'escalier pour rejoindre le glacier de la mer de glace. Et bien, c'est vraiment à nous, tous ensemble dans cette salle, de tout faire pour que, comme Pauline elle a profité des glaciers, comme nous profitons encore des glaciers aujourd'hui, de faire en sorte que les jeunes générations, elles aussi, aient la chance de pouvoir grandir dans une nature aussi extraordinaire. Et je voulais vous laisser avec un poème qui m'obsède un petit peu, un poème qui nous questionne en fait sur notre rôle, chacune et chacun, dans ce qui est en train de se passer en ce moment. Ce poème, en fait, c'est un rêve où les futures générations nous parlent. Alors ça commence comme ça. Il est 3h23 du matin et je suis réveillée. Mes arrière-petits-enfants ne me laissent pas dormir. Dans mon rêve, mes arrière-petits-enfants me demandent « Mais qu'as-tu fait alors que la planète était saccagée? Qu'as-tu fait quand la Terre s'effondrait? T'as sûrement fait quelque chose quand les saisons ont commencé à s'en mêler, quand les mammifères, les reptiles et les oiseaux disparaissaient tous. Est-ce que vous êtes descendus dans les rues pour protester quand la démocratie était violée? Qu'avez-vous fait une fois que vous saviez? » Et cette question, il faut tous et toutes qu'on se la pose aujourd'hui. Vous êtes les moteurs, vous êtes les meilleures personnes pour changer les choses pour le meilleur, pour créer un futur désirable, pour que ces montagnes, on continue à en profiter comme on en profite aujourd'hui. Mais il faut vraiment, vraiment qu'on se pose cette question. Maintenant que l'on sait ce qui se passe, et ben qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que Pierre va nous donner plein d'idées que l'on peut mettre en place dès aujourd'hui, ici, dans votre belle vallée. Je vous remercie.